Avec elle, on a appris à rebours de tout ce qu'on croyait, savoir que Félix Faure n'était pas mort d'épectase dans les bras d'une prostituée. Qui sait, on va peut-être apprendre maintenant qu'Hitler n'était pas nazi. Clémentine, vous nous emmenez aujourd'hui dans l'intimité du Führer. Mais comment allez-vous faire ça? Parce que quand en 83, on croit avoir retrouvé son journal intime sous forme de 60 carnets, mais vous imaginez le scoop journalistique quand même. Et le Stern, qui publia des extraits, s'attendait à un tirage absolument mirobolant d'1,5 million d'exemplaires. Et le rédacteur en chef du Stern, c'est quand même un organe de presse extrêmement réputé, expliquait partout que le journal avait été soumis aux meilleurs experts de la période, que tous avaient admis qu'il s'agissait d'un témoignage authentique extrêmement précieux. Et puis 2 mois plus tard, alors patatras, on apprend qu'en fait ce journal est une supercherie. Ah. Mais attendez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça aurait tout à fait pu être vrai, parce qu'on sait de façon certaine que le 20 avril 1945, Hitler s'est mis à classer des papiers, des documents et des objets. Il les range dans une dizaine de malles. Et il y a 10 avions, ce jour-là, 20 avril 1945, qui quittent Berlin avec 80 personnes. Et dans l'un des avions, une de ces cantines de fer, 16 personnes, dont le majordome d'Hitler. Cet avion-là a dû prendre sans doute un projectile au-dessus en survolant Dresde, qui faisait l'objet d'importants bombardements. Il y avait une DCA importante aussi. Et il va s'écraser en pleine forêt, en Saxe, près de la frontière tchèque. Alors, on a dit que tout avait brûlé, mais est-ce que une cantine de fer, comme ça, dans un avion qui s'écrase, ça aurait pu, elle aurait pu être protégée, les documents. Les documents auraient pu être sauvés. En tout cas, le journaliste du Stern, Gerd Heidemann, lui est convaincu qu'il y a quelque chose à aller chercher. D'autant que le général Bohr, qui était le pilote personnel d'Hitler, a témoigné quand Hitler a su que cet avion s'était écrasé, il était consterné parce que, lui a-t-il dit, j'y ai mis toutes mes archives personnelles et c'est des archives qui devaient témoigner de mon action et pour que la postérité puisse se rendre justice à ce que j'ai fait. Bon, existe la malle, mais elle aurait pu exister. Alors, Heidemann, le journaliste du Stern, était absolument passionné par le Troisième Reich, de façon quasi malsaine d'ailleurs. Il avait racheté le yacht de Göring et en le rachetant à la fille de Göring, Ada, il était devenu son amant. Donc là, vraiment, il travaillait quand même psychologique, un petit peu du chapeau. Il se met à vouloir restaurer le yacht en question, mais il n'a pas un rond. Donc vous imaginez, le journal d'Hitler, s'il peut le vendre, c'est la fortune assurée. Et c'est pourquoi il se met à faire une enquête extrêmement serrée en Saxe, à l'époque de l'autre côté du rideau de fer. Il est convaincu que des paysans saxons ont pu récupérer la fameuse malle d'Hitler. Et justement, lui arrive en main par différents raccrocs l'un de ses carnets. Il se dit, mais ça y est, la malle a été... Comment il obtient ce carnet? Parce qu'il prend des contacts. Il entend parler d'un collectionneur qui a un certain nombre de vieux trucs, et donc il le rencontre. Il s'appelle, ce collectionneur, Conrad Couillot. Et ce qui s'est pas... Déjà, moi, son nom, ça aurait dû être un mais ami. alors, ça dépend. Si vous dites, vous savez, le umlaut, le petit tréma qu'on met sur les U en allemand, Couillot, ça vous pouvez dire Couillot, mais il n'y a pas de umlaut, donc c'est Couillot, excusez-moi. Alors, Couillot, il est déjà connu pour un certain nombre de petites escroquerie. Évidemment, notre Heidemann ne le sait pas. Lui, il a compris depuis longtemps qu'il y a une espèce de fascination malsaine pour tout ce qui est souvenir du Troisième Reich. Alors, il s'est mis à faire à tour de bras des faux, parce qu'il est très doué. Alors, il fait des faux poèmes de jeunesse d'Hitler. Il fait bien sûr des faux tableaux d'Hitler, des fausses lettres de hauts dignitaires nazis. Il les vieillissait, les lettres, en les trempant dans du thé. Et il a fait pareil pour les journaux. Il les prenait, puis il les tapait sur la table pour donner un côté un petit peu froissé. Bon, il va même aller jusqu'à écrire à la main un second tome de Mein Kampf. Alors que Mein Kampf 2 Mein Kampf a été écrit à la machine. Lui, son fiche, il se met à le faire à la main. Et puis, il va même écrire un opéra de la main d'Hitler. Un opéra. Alors, pourquoi pas un faux journal intime, hein. Et puis, il chiadait vraiment son truc. Il prenait tout son temps. Chaque carnet était très, très soigné. Et ces 60 carnets ont été livrés entre 1978 et 83. Vous voyez, sur 5 ans. Donc, il travaillait très minutieusement à partir d'archives. Et alors surtout, il s'entraînait à maîtriser l'écriture gothique, parce qu'en Allemagne jusqu'en 41, on n'écrit pas avec l'alphabet romain. Gothique comme dans Astérix. Exactement. Comme dans Astérix chez mais Lego. on écrit avec l'écriture gothique. Oui, Stéphane, chacun ses références historiques. Mais vous avez raison. Mais moi, c'est là que j'ai découvert aussi l'écriture gothique. C'est dans Astérix. Dans les livres familiaux. Voilà. Oui, chacun son enfance, évidemment. Alors vous, c'était culotte de cuir. Bon, en tout cas, notre Couillot, là, il allait au supermarché le plus proche de chez lui, puis il achetait des décalcomanies dorées
carrés de lettres gothiques qui étaient fabriqués à Hong Kong et il les collait sur les couvertures de ses carnets intimes d'Hitler. Et après quoi? Et ça, votre ami, il n'a rien vu Il est tombé dans le panneau. Ah, il est complètement tombé dans le panneau. Parce que si vous voulez, c'était très crédible, parce que Couillot recopiait au mot près une compilation de déclarations et d'écrits officiels d'Hitler. Et il ajoutait des anecdotes de son invention pour faire intime, si vous voulez. Donc, par exemple, à un moment, il fait écrire à Hitler: « À la demande d'Eva, je me suis soumis à des examens médicaux approfondis. Les nouveaux médicaments que je prends me donnent de violentes flatulences. Et d'après Eva, une mauvaise haleine. » Vous voyez, alors là, ça donne une petite note un peu vraiment intime sur le... Bon. Alors, ça donne pas envie de rencontrer le personnage. Déjà qu'on n'avait pas très envie, Stéphane, je vous rappelle. Hein. En tout cas, il y a évidemment, au bout d'un moment, un certain nombre d'experts qui ont dit: attendez, c'est pas possible. De toute façon, Hitler n'a pas pu écrire ce journal parce qu'en 1942, il est atteint déjà par de très fortes attaques de maladie de Parkinson, donc il ne pouvait pas écrire ce journal. Bon, il avait la maladie de Parkinson. Mais ça, oui, c'est vrai. Mais vous avez vu les scènes de l'effondrement de Berlin où il va serrer la main aux jeunes membres soldats des Hitlerjugend et il cache sa main derrière son dos parce qu'il a la main qui tremble. Il avait une très... mais je vous raconterai ça une autre fois. Alors en tout cas, il y a des experts aussi qui ont pu démontrer que l'encre et le papier étaient postérieurs à 45. Donc vraiment, là c'était cuit. Alors cette affaire a quand même coûté 4,5 millions d'euros au Stern, qui s'est ridiculisé. De même que tous les jours... Depuis, je l'achète plus. Bah oui, bien sûr. Non, mais vous auriez pu, parce qu'il y a beaucoup de journaux européens, Stéphane, qui ont acheté les droits pour pouvoir publier ça. Bon, Heidemann et Couillon étaient condamnés à 4 ans et demi de prison chacun. À sa sortie de prison, Couillot, 87, il a ouvert une galerie d'art à Stuttgart et il vendait des copies de tableaux d'Hitler, mais aussi des Rembrandt, des Monet signés de lui et signés de l'artiste original. Et ça marchait très très bien. Donc il a pu restaurer. Non, parce que ce qui nous intéresse, il a pu restaurer le yacht de Göring. Ah bah non, ça, non, je crois pas. Je pense pas qu'il existe encore. Il a coulé. Je sais pas où il est. En tout cas, vous êtes intéressé? Vous voulez faire une offre? En tout cas, l'autre Heidemann, là, lui, il vit toujours. Il est fortement endetté. Il vit dans un petit appartement à Hambourg. Et quant aux carnets, parce qu'il les carnets sont devenus quoi? Eh ben, ils ont été offerts en 2013 par le Stern aux archives fédérales allemandes pour servir non pas à l'histoire du Troisième Reich, mais à l'histoire du journalisme. Oui, l'histoire du journalisme. Pas n'importe quoi. Merci beaucoup, Clémentine. Et la prochaine fois, donc, le bilan de santé complet du Führer. Alors là, mais je vous assure, Mathieu, si vous n'avez pas lu ça, il y a un bouquin de Kersaudy sur la santé d'Hitler, sur un peu l'anecdote d'Hitler, les secrets, et il y a son état de santé, c'est sidérant. C'est un homme qui est une pharmacie ambulante. Il absorbe une 50aine de médicaments par jour, il se fait faire des piqûres dans tous les sens. C'est sidérant. Ah oui, c'est vrai que ça fait partie de l'intimité, les soins médicaux. Je vous ferai ça, un de ces quatre.